Pas mal ce truc en fait. Mais non, je parle pas de l'écran du maître du jeu, je parle de ça, ce truc là. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler de Dragonbane. Dans cette vidéo, on va parler un peu de l'improvisation dans Dragonbane et des outils qui nous sont donnés. Chaque fois que j'ai envie de jouer à un jeu de rôle, j'ai envie que ce soit un jeu de rôle où je me sens à même d'improviser. Il y a certains jeux, de par leur complexité, lourdeur, qui rendent ça un petit peu plus difficile. Ne serait-ce que par exemple parce que des profils de PNJ ou de monstres vont être un peu complexes à utiliser comme ça à la volée si on les découvre en pleine partie, ou tout simplement parce que le jeu nous fournit pas forcément beaucoup d'outils. Est-ce que Dragonbane, du coup, répond un petit peu à ce besoin que tout un chacun pourrait avoir en termes d'improvisation? La réponse c'est plutôt positive pour ma part. Alors actuellement, je fais jouer la campagne. On a fait la première session sur le secret de l'empereur dragon. Je me suis dit, quand même, il y a des petites situations dans lesquelles je pourrais me retrouver, où j'aimerais bien en fait pouvoir décharger ma responsabilité de MJ sur certaines mécaniques qui vont trouver des réponses à ma place. Et souvent, ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait de jeux de rôle solo. Alors aujourd'hui, moi, je fais plus vraiment de jeux de rôle solo, mais c'est une pratique qui existe bel et bien. J'avais déjà fait des vidéos dessus. Et dans le jeu de rôle solo, on utilise des oracles. Les oracles, qu'est-ce que c'est? C'est tous ces outils qui peuvent nous permettre de répondre à des questions. Par exemple, ça peut être des sortes de cartes de tarot, des tables aléatoires, simplement jeter un jet de dés pour nous dire qu'est-ce qui se passe ensuite. Et en gros, quand on n'est pas bien certain de la réponse et qu'on n'a pas envie, en tant que maître du jeu, ou en l'occurrence quand on est en solo, vu qu'il n'y a pas de maître de jeu, quand on n'a pas envie d'inventer nous-mêmes la suite, en fait, on peut utiliser ces outils pour venir pondérer nos décisions ou carrément informer l'histoire dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte? J'ai pas forcément envie de m'arrêter là pour l'inventer. J'ai pas forcément envie, arbitrairement en tant que MJ, de le décider, peut-être parce que je l'ai pas préparé et j'ai pas envie de choisir moi-même. Est-ce que c'est à nouveau dangereux alors que mes PJ sont dans le pétrin ou est-ce que c'est plutôt un endroit sûr, cette maison dans laquelle ils viennent d'entrer, là, que j'ai décrite lors d'une course-poursuite? Je peux le décider, mais je peux avoir envie de ne pas le décider. Et ne pas le décider, parfois, ça sert aussi, personnellement, mon immersion en tant que maître du jeu. Cette idée que ce monde, il existe bel et bien en dehors de ma tête, qu'il a son petit truc à lui. Donc c'est vraiment situationnel en fonction de la situation. Des fois, je vais pas faire appel à ces outils, mais des fois, j'aime bien y faire appel. Et dans Dragonbane, on a des outils de la sorte. Parce que, évidemment, peu importe le jeu de rôle, les oracles sont un peu système agnostique, c'est-à-dire que je peux avoir des tables aléatoires qui, finalement, ne sont liées à aucun jeu de rôle en particulier. Mais ces tables aléatoires, du coup, ne vont pas forcément toujours répondre au ton et au thème du jeu que j'utilise. Si par exemple, j'utilise, là, à côté de moi, j'ai des cartes, le deck of Signs de Tales of Argosa. C'est des cartes un peu thématiques et tout pour improviser. Je peux m'en servir pour Dragonbane, mais je trouve ça toujours plus sympa quand le truc il est un petit peu pensé pour le jeu auquel on va jouer, évidemment. Donc, dans Dragonbane, déjà on a l'écran du maître du jeu. Est-ce que cet écran du maître du jeu, il va nous aider à improviser tout ça? Eh ben pas trop. Moi j'avoue, dans Dragonbane, le truc que j'aime le moins dans le matériel, je pense, c'est peut-être cet écran de maître du jeu. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des références à ce qu'on a dans le livre de base, en fait. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a les profils de PNJ, vous voyez, des profils de PNJ courants, alors là vous voyez rien, hein, mais en gros on a des stats un petit peu pour un garde, un cultiste, un voleur, un villageois, tout ça. Ça c'est pas mal. J'ai pas besoin d'aller chercher dans le livre, mais c'est quand même dans le livre, donc c'est pas une nouveauté entre guillemets qu'on me donne là, ça peut être utile malgré tout. On a quelques lignes directrices pour improviser les skills des PNJ, donner des stats aux PNJ à la volée. En gros l'idée c'est que à moins qu'on ait envie de se dire que ce PNJ, il est entraîné, etc. Et dans ce cas-là, on peut peut-être lui mettre un 10, un truc comme ça. On part du principe que les PNJ, ils ont 5 dans leurs compétences. Et donc moi, ce que je ferais dans cette idée-là, c'est que je me dirais, un PNJ qui est pas particulièrement compétent, il a 5 dans la compétence. Un PNJ qui est assez compétent, il a 10 dans la compétence. Un PNJ qui est très bon dans son domaine, il a 15 dans la compétence. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir 1000 profils de PNJ. Juste, je garde ça dans ma tête. Au niveau des points de vie, à moins que le PNJ soit très important, il va avoir entre 10 et 13 points de vie, mettons 12. Un PNJ de base, il a 12 points de vie. Et si je veux qu'il soit plus fort, je peux augmenter ses points de vie. Ensuite, on a des rappels de règles qui sont franchement pas hyper intéressants dans l'écran du maître. On a un rappel sur l'initiative des PNJ. Franchement, c'est pas du tout compliqué l'initiative des PNJ, donc je comprends pas pourquoi il y a ça. Il y a un rappel pour ce qui se passe quand un PNJ arrive à 0 points de vie. Honnêtement, on s'en fout. Donc il y a de l'espace qui sert pas à grand chose. Il y a un rappel des actions qu'on peut faire en combat. Je pense que ce serait presque plus intéressant que ce soit les PJ qu'ils aient une aide de jeu, que le MJ. Bon, ça permet quand même de pas devoir aller chercher dans le bouquin si jamais on se pose la question, mais encore une fois, très très vite en fait, même si ces rappels de règles peuvent être intéressants, ils vont vite devenir obsolètes en fait. Cet écran, je pense au bout de quelques parties, j'aurais plus vraiment besoin de consulter ça, et donc cet espace-là est
moins intéressant. Mais bon, pourquoi pas. On a aussi un rappel sur la mesure du temps, qu'un round c'est 10 secondes, qu'un stretch c'est 15 minutes, qu'un shift c'est 6 heures. Honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a les résultats de quand on fait un échec critique en combat au corps à corps, un échec critique en combat à distance. On a la table pour les effets de la peur. Quand les PJ ont peur, on peut jeter un dé pour voir ce qui se passe. Et on a les complications de voyage. Mais les complications de voyage, pareil, les mettre dans l'écran, bon, comme ça arrive pas trop souvent, les complications de voyage, je peux aller regarder dans le bouquin. Donc je trouve franchement que cet écran est pas hyper bien utilisé sur le long terme. J'aurais largement préféré avoir des outils d'improvisation plus intéressants. Donc c'est peut-être le point faible, je trouve. Mais Dragonbane, au-delà même de ce qu'il y a dans le rulebook, donc c'est-à-dire plein d'objets, de monstres, etc. Si vous avez le bestiaire, vous avez plein de trucs. Donc pour le coup, qui vous aide pas à improviser, mais qui vous donne des outils. Il y a déjà plein de choses dans le matos de base, mais il y a ça aussi. Et ça, c'est peut-être ce que j'aurais aimé avoir dans mon écran de MJ à titre personnel. Ça, c'est un truc, alors je sais même plus si c'était dans la boîte de base ou quoi, mais c'est Alone in Deepfall Breach, et en fait c'est une sorte de campagne ou de générateur d'aventure pour jouer en solo justement. Et donc à l'intérieur il y a des outils d'improvisation qui sont franchement pas mal. Donc pour mieux que vous les voyez, on va passer sur le PDF. Ok, voilà le PDF. Donc en gros, on nous explique que Alone in Deepfall Breach, en fait c'est carrément une campagne en soi, c'est une sorte de procédure de petits livrets qui nous permet de faire des parties improvisées soit en solo, soit carrément en coop en fait, sans MJ, on crée des personnages et on se sert de ça pour faire le MJ en fait. Donc, je vais pas tellement m'attarder sur la partie solo parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais il y a bel et bien des règles pour permettre une aventure en solo, par exemple booster un personnage qui est tout seul, par exemple avec la capacité héroïque Army of One, qui va faire qu'il a 2 cartes d'initiative pour qu'en combat, l'économie d'action le défavorise pas trop du fait qu'il soit seul, etc. Donc on a des règles vraiment pour le solo. C'est pas ça qui m'intéresse, moi. Ici, c'est les trucs d'improvisation. Donc on a, parmi les outils core de l'expérience solo, tout simplement une table de fortune. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va lancer un des 6 pour répondre à une question ou pour qualifier en fait quelque chose qu'on rencontre. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal faite et j'aurais bien aimé avoir ça dans mon bouquin, moi en fait. Dans mon livre du MG. Donc là, c'est un peu caché par ma tronche. Donc je vais me faire disparaître. Ici, en fait, l'idée, c'est qu'on va acheter juste un D6 pour répondre à la question. Donc on a le classique. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi, je fais ça dans tous les jeux de rôle auxquels je joue. Je jette un D6 pour avoir une réponse oui-non. D'ailleurs, je me suis acheté les dés de mon youtubeur jeu de rôle préféré, à savoir Runehammer. Et j'ai même un petit dé, bon voilà, c'est complètement gadget, c'est complètement inutile. J'ai un dé oui-non comme ça, que je trouve super cool. Mais en gros, l'idée, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ce dé super cool. Vous pouvez utiliser en fait un D6. Un D6 et juste lancer un D6 et ici, vous voyez, répondre à des questions. Je veux avoir une réponse à est-ce que j'ai pris des torches avec moi? Je jette un D6, je fais 3, apparemment non, j'ai oublié de prendre des torches. Si j'avais fait 4-5, oui, j'aurais pris des torches. 6, oui, j'en ai pris plusieurs. Extreme, yes. Et 1, extreme no, bah ouais, j'en avais pris, mais en fait, il y a un trou dans mon sac et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant, et donc je perds un autre objet, par exemple. J'en sais rien, on peut faire un délire comme ça. Et en fait, on va pouvoir utiliser ça pour différentes choses, vous voyez. Le nombre, par exemple, je me dis, j'arrive dans un camp de gobelins, attends, combien ils sont? Je jette un D6, ils sont pas là si je fais 1. Ou peut-être il y en a un seul. Si je fais 2-3, il y en a quelques-uns, ils sont 2-3. Si je fais 4-5, ils sont quand même assez nombreux. Ils sont peut-être quasiment tous là. C'est une bande de gobelins classiques, ils sont peut-être une petite dizaine. Si je fais 6, ils sont nombreux. Il y a peut-être 2 groupes de gobelins qui se rencontrent actuellement dans ce camp, etc., etc. Donc on a ça pour l'échelle, par exemple, j'arrive devant un obstacle type un mur à surmonter, quelle taille il fait, le pouvoir d'un sorcier, la qualité d'un objet que je trouve, ou même un jet de réaction, en fait, finalement, un peu OSR. Donc ça, c'est vraiment très très bien, je trouve. C'est pas absolument essentiel, mais franchement, si j'avais eu ça sur l'écran, j'aurais été bien plus content que d'avoir un rappel sur la règle d'initiative qu'au bout d'un combat, honnêtement, en tant que MJ, je maîtrise. Je n'ai plus besoin de cette règle. Ensuite, on a une table d'inspiration sur les thèmes de l'action. Qu'est-ce qui est en train de faire quelqu'un? Si j'ai envie de le déterminer au hasard, je jette un des 20 et je peux voir qu'il est en train d'exécuter une vengeance, de fabriquer un objet, de chercher des matériaux, de se nourrir, etc., etc. Pareil pour ses attributs. Est-ce qu'il a l'air dangereux, corrompu, ancien, ou bien même juste le thème Sing, donc chose, qu'est-ce que je vois? Genre j'arrive dans une pièce, quelle est la nature de cette pièce finalement? Je peux jeter Sing et voir que j'y trouve des défenses, une créature, une personne, un passage, un message, et je peux combiner, vous voyez, attribut et Sing par exemple. Je vais le faire tout de suite.
j'entre dans une nouvelle pièce d'un temple en ruine que je suis en train d'explorer. Je fais 18 et 3. Boum, je sais que c'est une histoire de sacré, et 3, c'est une histoire de conflit. Donc j'arrive devant une fresque d'un conflit entre anges et démons. Voilà, c'est ça le thème de la pièce, par exemple. Il y a même un petit truc sur si jamais on roule un dragon ou un demon. Un démon. Pour n'importe quel jet de compétences que je vais faire qui pourrait me permettre de détailler un peu la nature de ce jet de compétences. Après, là, on a un autre truc qui est vraiment bien et que j'aurais bien aimé avoir, en fait, comme template, vraiment dans le livre de base. Peut-être pas sur l'écran nécessairement, mais dans le livre de base. Un simple template de PNJ. Soit pour un mignon, soit pour un boss. Et en gros, ça nous donne une idée de ses caracs. Les mignons, ils ont 10 dans toutes les caracs. Donc ça veut dire que dans les skills qu'ils ont pas, ils ont 5, 6, quoi. Et bah d'ailleurs, c'est précisé, hein, skills, dans les skills dans lesquels ils sont bons, les mignons, ils ont 12. Voilà, ça me donne une idée de l'échelle, en fait, à partir de laquelle, de la base à partir de laquelle je peux improviser un PNJ ou même créer des PNJ. Là, au-delà même de l'improvisation, si j'ai envie de commencer à créer mes monstres et tout, j'ai un template que j'ai pas dans le livre de base. Ça, peut-être pas écran du maître, mais livre de base, ça aurait été nickel. On a aussi leur montant de dégâts, leur vitesse, à peu près leur point de vie et tout. Donc là, c'est un outil tout bête pour que en fait, j'en ai pas besoin en soi. En vrai, avant même d'avoir redécouvert ce petit fascicule là, que j'avais complètement oublié, voilà, en scrollant, en passant en revue le bestiaire, les PNJ, les aventures qui sont proposées, on commence à se faire un peu une idée de comment mathématiquement fonctionne l'adversité pour pas qu'on se trompe trop. Mais là, au moins, j'en ai la confirmation et donc je me sens rassuré quand je fais ces choix-là. Ensuite, on a une table d'attaque pour les PNJ. Un peu comme les attaques de monstres, hein, dans Dragonbane, les monstres ont des tables d'attaque aléatoires où ils peuvent faire différents trucs. Pourquoi pas ça, je m'en servirais peut-être pas, perso. Je le remettrai pas non plus sur l'écran, mais pourquoi pas. Je l'ai pas plus investi que ça, ce truc. Je me dis, ça augmente, ça m'aide pas trop à improviser. Ça vient rajouter une règle par-dessus le jeu, je trouve. Que chaque PNJ, il est potentiellement une action défensive, une action plutôt forte et tout, ça commence à complexifier la gestion des PNJ. Mais en vrai, pourquoi pas ? Je peux aussi très bien me servir du D6, vous voyez, pour faire ça, en me disant plus c'est 6, plus il est agressif, le PNJ, plus c'est 1, plus il va commencer à être sur la défensive, à économiser ses ressources, voire à fuir, si je veux vraiment déterminer aléatoirement ce que fait un PNJ, par exemple. Ou alors je peux utiliser un autre dé de Runehammer. Sur les dés, il y a un des dés que Runehammer a fait qui est pas mal, ça fait un peu wargame, il y a le truc fait une action plutôt défensive. Ensuite, la majorité du temps, le truc fait son attaque, quoi, une épée, comme dans Donjons et Dragons. La plupart du temps, vous faites faire l'attaque de base des PNJ, quoi. Et il y a la boule de feu qui me dirait, ok, le dragon, il va utiliser son souffle. Le prêtre maléfique, il va lancer son sortilège, etc. Plutôt que faire son attaque de base, genre sa Eldritch Blast. Vous voyez, il va plutôt utiliser son sort de contrôle mental, etc. Je peux déterminer un peu aléatoirement comme ça les comportements de mes PNJ. Pourquoi pas mais bon, ça, c'est peut-être pas forcément hyper important. Ensuite, on peut utiliser le Treasure Deck. Donc, en fait, dans la boîte de base de Dragonbane, vous avez des cartes avec du loot. Ça, on le retrouve aussi dans le livre de base. Je pense que c'est quelque chose... Les cartes, ça peut être très pratique. Moi, comme je joue à distance, bon, ça commence à foutre le bordel sur mon bureau si je commence à foutre toutes les cartes, toutes les aides de jeu et tout. Mais si on joue à table, les cartes, c'est vraiment bien. Je pense que ça peut aussi très bien rester dans le livre de base. On les a dans le livre de base. Puisque, finalement, le loot, c'est un peu un moment où le rythme du jeu se baisse un petit peu, en fait. En général, c'est une scène un peu calme où on ramasse les trucs, on n'a pas besoin d'aller très très vite, donc on peut prendre le temps d'aller tirer sur une table. Ensuite, là, on a des règles de surviving solo play. Donc, il y en a pas mal qui sont, encore une fois, liées à l'expérience solo qui m'intéresse pas, mais il y a un truc qui s'appelle suffering damage, là, en haut à droite. Suffering damage, ça c'est pas mal, ça nous donne juste une échelle à peu près des dégâts dans Dragonbane. Donc on peut se dire, quand il y a une action, peu importe, vous voyez, pour improviser des pièges et tout, j'ai pas envie d'écrire tous mes pièges à l'avance, etc., tous mes monstres à l'avance, quand il y a des dégâts environnementaux, etc., on nous dit, voilà, des dégâts légers, en gros, dans Dragonbane, c'est 1d6, des dégâts moyens, c'est 2d6, et des dégâts sévères, c'est 2d10. Et en fait, juste avoir ça dans l'écran du maître du jeu, je trouve que c'est utile. Ça ne le mérite peut-être pas, parce qu'on va vite s'en souvenir que c'est D6, 2D6, 2D10, quoi. Ça, genre, y a pas, c'est pas la mer à boire de s'en souvenir. Je trouve ça toujours plus utile que certains des trucs qu'il y avait. Ensuite, on a une idée un peu, ça c'est rigolo. Donc ça, on entre plus dans la campagne solo ici. On sort un peu de ces purs outils d'improvisation pour le moment. Mais on a une idée de comment faire en fait des missions rapides. Presque un peu comme un roguelike. En fait, la Deepfall Breach, ça rappelle... voilà, cette sorte d'instance dans laquelle on peut retourner en mode extraction shooter, quoi.
on a un petit template pour créer une mission. Donc on nous dit si vous voulez faire des missions solo, des petits trucs rapides, et donc potentiellement peut-être improviser aussi des petites quêtes en fait, même en faisant une partie avec MJ, vous pouvez vous dire ok, il nous faut un objectif, il va y avoir une menace, et ensuite on va jouer une sorte de point crawl. Donc en fait, on va passer par des sortes de points. On va juste faire, au lieu d'avoir une carte déjà faite à l'avance du donjon et tout, on va faire une sorte de, je vais pas dire une mind map, mais un flowchart quoi. On va partir d'un point, par exemple le village. Le village, on va jeter quelques dés pour savoir ce que c'est le village, puis ensuite on va générer au fur et à mesure qu'on avance et qu'on improvise une carte mentale en fait des différents points qu'on va visiter à l'aide de tables aléatoires pour générer ces points qu'on visite en fait. Notre but là, le goal, bah, c'est juste pour nous donner une impulsion en fait, une raison pour laquelle on part à l'aventure. On va improviser ce qui va nous arriver sur la route, les péripéties, etc. Et la threat, par contre, là c'est un peu plus mécanique, un peu plus intéressant. Je pense que même on pourrait s'en servir même pour des parties normales en fait. C'est pas forcément un outil de solo. C'est un danger qui nous met un timer sur la tête en fait. Et un timer, souvent, c'est assez important pour pousser un peu à l'action, en particulier si on veut être dans l'aventure, un peu effréné et tout ça. C'est cette idée que quand on perd du temps, quand on joue un petit peu la sûreté, par exemple pour être sûr de fouiller en fond en comble une pièce et d'avoir rien raté, ça a une conséquence. Et cette conséquence, c'est que la threat, donc la menace, va augmenter. Et en fait, on nous dit de juste traquer la menace avec un D6, donc on fait commencer à 1 au début de l'aventure. Et à chaque fois qu'on fait un détour ou qu'on parle un petit peu trop longtemps avec un PNJ et tout, hop, on va augmenter le dé de menace. Et quand on va arriver à 6, la menace va apparaître. Et ça peut être un monstre un peu à la Alien qui vous suit dans les couloirs du donjon. Ça peut être un fantôme qui va finir par apparaître, etc., etc. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, on a des petites idées sur l'expérience, tout ça nous intéresse moins. Ensuite, on a des tables d'exploration qui, je pense, peuvent aussi être utilisées. Donc là, on a, c'est vraiment pour générer en fait les lieux qu'on va traverser. Encore une fois, tout ça, c'est si vous n'avez pas préparé à l'avance, mais ça peut aussi vous aider à préparer à l'avance, littéralement. Il y a 4 types de lieux dans lesquels vous pouvez vous rendre. Il va y avoir des contents, donc ça veut pas dire grand-chose, c'est du contenu. Littéralement, on est en train de créer du contenu. Et d'ailleurs, si vous aimez le contenu en fait qu'on crée sur cette chaîne, en fait, l'aide de jeu m'aide même à faire le travail de youtubeur que je ne sais pas assez bien faire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez même venir, si vous le souhaitez, sur Tipeee pour soutenir dans le chapeau du magicien que vous avez en face de vous. On a du contenu, de l'environnement, Oddity, donc un truc un peu étrange et un danger, et on a 20 résultats pour ces trucs-là. Donc le contenu, vous voyez, c'est plus genre une antichambre scellée, décor fraîchement abattu, une bloody trail, c'est-à-dire une piste ensanglantée d'une bête maléfique qui serait partie vers où ? Je vais tirer un environnement pour savoir où elle est partie, cette bête maléfique. 11. Elle est partie vers des glowing crystals, donc des cristals brillants dans une caverne. Ouh là là, peut-être que c'est un golem. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette caverne de glowing crystals ? 12. Il y a une lumière mystique. Peut-être que les glowing crystals sont magiques, mais il y a un danger. 3. Ce danger, c'est quelque chose approche. Un big monster. Et là, comme j'ai déjà cette idée de cristaux, de cavernes, de lumière mystique, je me dis que ouais, mes biais de confirmation me font me dire que mon idée initiale était la meilleure. Le monstre qui nous attend à l'intérieur de ce truc, c'est bel et bien un golem. Donc voilà, on peut jouer comme ça. On a une petite table de scavenging, donc si on essaie de fouiller un endroit pour voir est-ce qu'on trouve un truc finalement dans cette cabane dans laquelle on vient d'entrer et tout. On a un dé pour déterminer les habitants d'une zone, par exemple. Par exemple, sur le Approaching Foe, au lieu de dire que c'est un golem, je peux jeter un dé 20. Et là, je fais 18, et boum, il s'avère qu'en fait, ce sont des cultistes qui sont ici. Peut-être que ces cultistes sont contrôlés par les cristaux, ou alors qu'ils convoitent les cristaux. Je sais pas trop, je vais jeter un D6. On va dire sur 1, 2, 3, ils convoitent les cristaux. Sur 4, 5, 6, c'est plutôt les cristaux qui ont pris le contrôle des cultistes. Et apparemment, c'est les cultistes qui cherchent à utiliser ces cristaux. Et on va essayer de découvrir pourquoi. Etc., etc. On a aussi une table de RIA globale, là en bas à gauche, que je cache un peu avec ma tête. C'est plutôt vraiment le concept de base. Un avant-poste abandonné, un escalier à flanc de falaise, etc., etc. Et comme ça, en fait, on va pouvoir générer plus ou moins progressivement un donjon qu'on va pouvoir explorer et tout et tout. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal tous ces trucs. Ça aurait pu être cool dans l'écran du maître. On a même ici une search table. Donc c'est quand on inspecte une zone, est-ce qu'on trouve un passage secret, est-ce qu'on trouve une antichambre cachée, un trésor et tout. Et on a même un générateur de pièges. On a des 20 pièges différents, et ces des 20 pièges différents, on pourrait tout simplement, au niveau pour décider de leurs dégâts, en fait,
utiliser le truc qu'on avait vu avant, c'est-à-dire Suffering Damage. Donc en fait, cette aide de jeu, elle est quand même riche, non seulement pour improviser, bien sûr pour jouer en solo, mais aussi même pour designer des trucs, quoi, pour préparer. Donc je trouve ça assez fou que ça soit pas dans le livre de base, perso. Et qu'on ne l'utilise pas dans l'écran. Après, là, on a plusieurs petites missions qui nous sont proposées, c'est plutôt sympa, quoi. Et donc, en fait, ce qui est aussi assez cool, et la vidéo est plutôt courte, on arrive vers la fin, mais ce qui est assez stylé, c'est que cette Deepfall Breach, elle se trouve dans la campagne de base. C'est-à-dire que dans la campagne du Secret de l'Empereur, là, vous avez une douzaine de donjons, une petite intrigue, des tables aléatoires pour explorer la région, etc. Et en fait, la Deepfall Breach, c'est un des lieux de la campagne, mais qui, voilà, n'est pas plus déterminé que ça. Donc en fait, c'est potentiellement ce méga donjon où on peut aller un peu au hasard. Et je me dis que lorsque vos PJ peut-être ont une ambition particulière, par exemple, j'en sais rien, ils veulent trouver un magicien, vous voyez, ils veulent trouver un magicien pour leur apprendre un truc. Vous pouvez tout le temps inventer une rumeur, genre en mode, ouais, on dit qu'il y a un magicien de cet acabit qui s'est rendu dans les Deepfall Breach et vous pouvez y aller. Ou alors, bien sûr, si vous avez une idée, vous pouvez le mettre ailleurs dans le monde. Mais tous ceux pour quoi vous étiez pas trop préparé et tout, vous pouvez le foutre là-dedans et éventuellement générer une mission un peu à l'improviste à l'intérieur de la Deepfall Breach. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal comme outil. Un bon point pour Dragonbane, on aurait bien aimé que ce soit dans l'écran. En tout cas, c'est mon cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'aider sur Tipeee si vous le pouvez, si vous en avez l'envie surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne partie. Je vous caisse. Faites rouler les dés.